Bonjour, bienvenue en ce mercredi 22 mars à notre émission de Ouf Radio Déo et Débat. Aujourd'hui, nous allons parler des hébergements et nous avons invité pour ce sujet la famille gouvernante, le foyer ADPEI et la Darsan. Qu'est-ce que c'est l'hébergement ? Quels sont les critères ? Quels sont tout plein de questions à poser. Et on va vous demander à chacun de vous présenter pour savoir qui vous êtes et dans quelle structure vous travaillez. Donc on va commencer par vous. Bonjour à tous, du coup Clément Durieux, animateur sur Famille Gouvernante. Je vous remercie. Donc bonjour à tous, donc je suis Nicolas Varembourg, chef de service du foyer d'hébergement d'Abbeville et également du SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, donc géré par l'ADAPI 80. Voilà. Je vais un petit peu compléter puisqu'on travaille pour la même association et pour le même établissement. Bonjour à tous, bien sûr. Moi, je suis aide médico-psychologique au foyer d'hébergement d'Abbeville depuis maintenant 18 ans. Bonjour, moi je suis Ambre Divers, je suis responsable des actions solidaires et familiales pour l'UDAF de la Somme et du coup chef de service pour le dispositif Famille Gouvernante. Bonjour à tous, Sébastien Antay, je suis cadre de santé de la PSIB du 6e secteur et je suis le trésorier de la Darsan. Merci beaucoup. Alors on va poser la première question. Question posée par Mathilde. Alors bonjour à tous, donc pour chacun, j'aimerais justement poser la question, quels sont vos types d'hébergement ? Alors nos types d'hébergement, c'est exclusivement des maisons qu'on a du coup en centre-ville d'Amiens et d'Abbeville actuellement et bientôt Roy et encore à Amiens. Du coup 2 maisons sur Amiens, une maison sur Abbeville et une maison sur Roy. Ça c'est pour la famille Pour famille gouvernante, oui, tout à fait. On passe la parole à l'APEI. Alors, donc nous au niveau de l'ADAPI, là, au niveau du foyer d'hébergement, tout d'abord, donc on a une autorisation pour accueillir 38 personnes, donc dans des chambres individuelles. Voilà, et quelques logements, on va dire satellites, qui se trouvent rue Millevoie, avec un accompagnement qui est moins soutenu, qui nous permet également de faire des essais pour une externalisation, par exemple vers le SAVS. Voilà. Et on a ensuite le SAVS, donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, le service d'accompagnement à la vie sociale. Donc là, on suit 35 personnes sur le secteur abvillois. Alors c'est assez large, on va aussi jusqu'à Rue, Crécy-en-Ponthieu. Donc voilà, il y a aussi pas mal de temps de trajet à inclure dans les accompagnements. Et voilà, donc là c'est de l'accompagnement à domicile en logement de droit commun. Et donc la Darsan. Donc la Darsan, on a 4 appartements de 3 places chacun, donc ça fait 12 places. Après la question, quels sont vos types d'hébergement ? Je ne sais pas si je détaille tout de suite comment fonctionne la Darsan ou si ça viendra plus tard. Ouais, bon, donc voilà. Donc la Darsan, on a 4 appartements classiques. Alors maintenant la question sera posée par Jérôme à la famille gouvernante. Merci. Moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'est la famille gouvernante. Alors, famille gouvernante, c'est donc un dispositif de colocation. C'est-à-dire que, comme le disait Clément, l'UDAF de la Somme loue une maison dans laquelle on propose des chambres individuelles, mais sur le principe de la colocation. C'est-à-dire que tout le reste de l'habitat est à partager, collectif, et certaines choses se font en commun. Les courses, la prise de repas, etc. Et le quotidien est soutenu par l'intervention quotidienne d'aide à domicile, qu'on nomme les gouvernantes. Ensuite, on a également une coordinatrice et donc 2 animateurs qui interviennent au cours de la semaine. Pourquoi une famille ? Alors, pourquoi une famille ? Alors, c'est une famille recomposée. Ce n'est pas une famille naturelle. C'est une famille qui se construit, en fait, dans le quotidien qui est partagé. L'objectif, c'est que les personnes puissent exercer leurs droits et vivre de la manière la plus naturelle possible
en étant soutenus par un petit noyau, alors certes de personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant l'entrée dans le dispositif, mais qui ensemble se créent un noyau soutenant, sécurisant, solidaire et dont on veut que l'esprit soit familial. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour prendre soin les uns des autres. Je voudrais savoir depuis combien de temps existe la Darsan. Ouais, c'est une excellente question à laquelle j'ai pas la réponse. Alors je vais me tourner vers Thierry. Il sait peut-être mieux que moi. Depuis quand existe la Darsan? La Darsan existe depuis déjà les années 90. Donc exactement, je ne sais plus. J'étais pas là au début non plus. Mais quand je suis arrivé, ça existait déjà. Donc, donc ça fait sacrément longtemps. Largement plus de 20 ans. C'était bien les années 80 même. Mais le cycle, tu sais pas ce que ça veut dire en fait? Non plus. Ça, je sais. Le sigle, je sais. Donc, ça veut dire Association d'aide à la relation du secteur d'Abbeville Nord. La Darsan? Ah non, ça existait déjà avant. Et combien y a-t-il d'adhérents? Un nombre d'adhérents, on a tous nos locataires et après, on a les membres du bureau. En fait. On doit être une trentaine. Une trentaine, ouais. Et comment fonctionne votre assoce en fait? Alors, son fonctionnement en tant que tel, elle fonctionne comme toutes les associations, c'est-à-dire il y a un bureau avec un président, un vice-président, un trésorier. Les décisions, elles se font de manière collégiale. En fait, on se réunit une fois tous les 15 jours pour parler des affaires courantes, des problèmes de matériel, de trésorerie, voilà. Après, en termes de fonctionnement, plus en lien avec l'activité qui nous intéresse à la Darsan, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est très lié au 6e secteur de psychiatrie générale de la Somme. D'ailleurs, c'est dans le sigle. Hein. Secteur d'Abbeville Nord, c'est le 6e secteur. Les membres du bureau sont tous des professionnels du 6e secteur. Notre président, c'est le docteur Altobelli. Et comment on fonctionne, en fait, généralement, des patients arrivent hospitalisés dans le service de psychiatrie B, qui gère l'hospi du 6e secteur. Des patients pour qui se posent des soucis et de logement, mais surtout de difficultés à vivre seul. Et en fait, on a des indications. C'est l'équipe médicale de la PsyB qui nous indique des patients pour lesquels le projet d'appartement associatif semble cohérent. Et après, on les rencontre, on fait des essais, on discute. Voilà. Comment fonctionne votre association, pareil, au niveau des appartements et des foyers de vie? Alors, tout d'abord au niveau du foyer d'hébergement, hein, donc il y a une équipe éducative. Hein, donc là, pour le coup, sur le foyer d'hébergement d'Abbeville, il y a 10 personnes. Donc une équipe d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AMP, AES. Voilà. Alors c'est la nouvelle fonction qui remplace le diplôme d'AMP, donc accompagnement éducatif et social, voilà. Et AMP, aide médico-psychologique. Voilà. Et donc les personnes sont accompagnées sur les actes de la vie quotidienne. Hein, voilà, c'est leur lieu de vie. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est vraiment leur lieu de vie. Donc elles y sont hébergées toute l'année. On est ouvert 365 jours par an. Donc voilà, il y a un travail qui est fait au quotidien par l'équipe, dans le cadre du projet personnalisé de la personne. Voilà, et donc la plupart des personnes qui sont accueillies sont également travailleuses dans les ESAT, mais pas que. On a aussi des gens qui ne travaillent plus, qui sont en attente de réorientation ou tout simplement en fin de parcours, qui sont à la retraite et qui aussi souhaitent rester dans la structure. Et voilà, on travaille sur le projet, au quotidien, sur l'autonomisation, sur les projets aussi de sortie vers le SAVS, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc, pour le coup, on a des outils avec les appartements pour faire des périodes d'essai. Voilà. Et donc, ça me fait faire la transition avec le SAVS, forcément. Donc là, c'est vraiment du domicile.
Donc nous avons 2 professionnels sur le service d'Abbeville, une CESF et une monitrice éducatrice. Et donc elles interviennent alors selon les profils, selon les problématiques des personnes qui sont suivies. La fréquence est très différente. On dira qu'en moyenne c'est une VAD, une visite à domicile tous les 15 jours, mais ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine en début d'accompagnement. Voilà. Donc après sur le domicile, c'est vrai que je peux préciser, hein, mais c'est vraiment, ça peut être de l'aide, on parlait tout à l'heure pour l'alimentation, pour la gestion du logement, une aide aussi administrative, voilà, pour des accompagnements au rendez-vous, faire le lien aussi avec les différents partenaires. On n'oublie pas les mandataires avec qui on travaille beaucoup. Voilà. En gros, ce qu'il peut s'y faire. Si tu veux jouer, oui. Oui. Bah, nous, on est confrontés un petit peu, sans extrapoler sur l'avenir, les foyers d'hébergement sont confrontés aussi comment on fait qu'avant, voilà, moi quand je suis rentré dans l'association il y a 18 ans, l'admission d'une personne ou d'un résident en foyer d'hébergement était conditionnée aussi par une orientation de travail en ESAT ou en atelier protégé. Ici, on va avoir quand même la notion de foyer d'hébergement ne va pas perdre de son sens, mais on s'aperçoit quand même en même temps que nous, on a une population qui est très vieillissante, donc on est confronté aussi à des gens qui, c'est d'actualité en ce moment, qui ont fait valoir leur droit au départ à la retraite, donc, et pour lesquels c'est pas toujours facile de trouver un ailleurs, parce que parfois les EHPAD n'ont pas les équipes requises aussi pour accompagner ces gens-là. Parfois les foyers de vie, c'est aussi quelque part pour certains une régression. Donc là, on a quand même créé des places sur le foyer, ce qu'on appelle des places EANM. Hein. On n'en est pas encore là, mais bon, c'est à l'étude. Et pour l'instant, on a des gens, parce que pour certains et pour la majorité d'entre eux, ils sont quand même au foyer d'hébergement depuis 1992, date de la création du foyer. Et il est bien difficile pour eux d'imaginer un ailleurs parce que c'est leur chez eux, quoi. Hein. Donc voilà, on essaye de trouver justement des solutions pour pouvoir pérenniser l'accueil de ces gens-là. Et faciliter aussi la retraite, et de manière à ce qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions aussi psychologiques pour eux. Hein. Voilà, je voulais un petit peu compléter là-dessus. Hein. Mais nous, forcément, on a tout, comme l'a rappelé Nicolas, on a à divers échelons, on a des fonctions éducatives. Hein. Donc, qui dit éducateur, dit béquille aussi pour l'ensemble des résidents. Et nous, la réussite de notre travail, c'est quand on arrive à s'effacer complètement. À partir du moment où on a rendu la personne un peu plus autonome, et voilà, on a réussi notre mission. Et... Moi, je vois ma mère, elle était auxiliaire de vie avant, longtemps maintenant. C'est un peu comme auxiliaire de vie pour les personnes âgées. Mais quand on regarde bien, c'est à peu près le même principe pour d'autres personnes moins âgées. C'est une béquille, comme vous dites. Donc, c'est un peu aussi comme une auxiliaire de vie. Oui, on est un petit peu. Oui, on n'est pas. Enfin, l'auxiliaire de vie n'est pas très éloigné de ce que nous. Elle pratique beaucoup plus à domicile aussi, peut-être. Quels sont les critères d'entrée dans les hébergements ? Je l'ai rappelé, hein, c'est-à-dire que voilà, il faut. Alors, le foyer d'hébergement, c'est cette spécificité d'accueillir des gens qui sont en situation de travail adapté, bien entendu. Hein, des gens qui travaillent dans ce qu'on appelait avant les CAT. Et maintenant, ce qu'on appelle les ESAT ou les EA, voilà. Donc, c'est les critères, mais pas que non plus. Hein, oui, vas-y. Alors, au niveau des critères d'admission, donc en fait, tout d'abord, il faut avoir une notification qui est émise par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Qui organise en fait une commission qui s'appelle la CDAPH, qui s'appelait auparavant la Cotorep, pour ceux qui ont connu. Donc la CDAPH, commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc en fait, cette commission vous attribue, vous faites une demande en fait, et elle attribue ou pas une notification vers un SAVS, vers un foyer d'hébergement, parfois les deux. Il y a des doubles notifications. Foyer de vie et j'en passe. Aujourd'hui, sur les notifications, vous avez également une cible. Alors la cible, qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement qui est ciblé. Donc c'est pour aider la personne qui a la notification à se diriger vers l'établissement qui semble le plus cohérent pour la MDPH. Donc il y a un critère donc, géographique, mais aussi le critère de la problématique à laquelle il va falloir répondre, l'accompagnement, je devrais plutôt dire, auquel il faudra répondre. Donc voilà, maintenant, ça reste une cible. Une notification, elle est valable nationalement sur tout le territoire français. Donc après, une personne peut tout à fait aller solliciter n'importe quel établissement. Voilà. Et donc c'est valable, il y a une date de validité, donc de plusieurs années généralement. Voilà, donc après, pour entrer sur le foyer d'hébergement ou sur le SAVS, on a une procédure d'admission. On prend rendez-vous, on fait une visite, on organise un stage. On peut en organiser même plusieurs. Généralement, on propose une semaine ou deux. On peut très bien faire 2, 3, 4 stages. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc ça permet, enfin, je veux dire, plus on fera de stages, plus la personne pourra vraiment se projeter sur le foyer d'hébergement, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident. On a aussi, on a des jeunes qui sortent d'IME, qui vivaient peut-être en collectivité en hébergement, mais aussi qui vivent au domicile, alors qui vont venir aussi s'émanciper, découvrir la collectivité, c'est pas toujours facile, et donc c'est pour ça qu'on se doit de donner un maximum de chances et d'essais pour que les personnes puissent prendre leurs décisions, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc nous, les critères d'entrée sont relativement plus simples, puisqu'il n'y a pas besoin de notification. Il suffit d'être âgé de 18 ans, de disposer néanmoins de ressources, puisque c'est on est bien sur le principe de la colocation, donc qui induit des charges de loyer, des charges de charges, les courses, etc. Et on a également une procédure d'admission, mais qui est un petit peu différente, dans le sens où effectivement on nous adresse un dossier. Ce dossier est reçu par la coordinatrice, par l'équipe. Il y a un premier rendez-vous qui est proposé avec une visite de la maison et ensuite un passage en commission. Néanmoins, entre la première visite et le passage en commission, on va organiser des temps de rencontre avec les autres habitants, dont on recueillera forcément l'avis. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la commission qui va décider de l'entrée de la personne, mais également le collectif d'habitants qui est déjà présent, puisque c'est bien avec eux qu'il s'agit de vivre, et pas avec les membres de la commission. Et donc c'est pareil, on observe une temporalité différente selon les besoins des personnes, et quand tout le monde donne son feu vert ou son feu rouge, la commission vient acter ensuite l'entrée dans le dispositif. Pour la DARSAN, le seul critère impératif, c'est d'être suivi sur le 6e secteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il y a bien évidemment la question d'être en capacité de payer son loyer. Et comme pour un peu toutes les structures, en fait, on procède aussi à des essais. Quand il y a une place libre dans un appartement, voilà, il faut que c'est une colocation, donc il faut que le candidat à la DARSAN, enfin, faut que ça se passe bien avec les colocataires qui vivent déjà dans l'appartement, quoi. Est-ce qu'on peut y vivre définitivement ? Et quelle est la limite d'âge ? Alors, oui, si je me tente vers Ambre, oui, on peut y vivre, nous en tout cas sur Famille Gouvernante, définitivement. Et il n'y a pas de limite, d'âge. Vraiment, la limite qui s'imposera, ce sera celle des capacités physiques, cognitives de l'habitant. C'est-à-dire que tant que l'habitat est adapté à la personne, il peut y rester. Tant que la personne est en mesure de s'aider elle-même, d'être individuelle, elle peut... Tout à fait. Et tant qu'elle a envie de vivre
Pour la Darsan, c'est pareil, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de durée. L'idée de l'association, c'était quand même de servir de tremplin. Donc on essaye quand même d'accompagner nos locataires vers un logement qui ne serait pas associatif, mais il n'y a pas de limite ni d'âge ni de durée. Alors pour le foyer d'hébergement, alors avant 60 ans, on peut avoir jusqu'à 60 ans, enfin avant 60 ans, on peut avoir une notification pour entrer en foyer d'hébergement. Voilà, mais on peut y rester tant qu'on n'a pas trouvé de solution justement pour la suite. Moi, avant d'être chef de service, j'étais éducateur spécialisé. J'ai accompagné des personnes en foyer d'hébergement jusqu'à plus de 70 ans, 72 ans pour celui que j'ai accompagné le plus longtemps. Donc voilà, et comme disait mon collègue, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des transformations de places foyer d'hébergement vers une transformation EANM, donc établissement d'accueil non médicalisé. Donc ça veut bien dire, comme le disait Ambre, tant qu'on peut le faire, tant que c'est possible, tant que la partie médicalisée nous laisse la possibilité d'accompagner les gens. Hein. Voilà, c'est ça. Et au niveau du SAVS, non, il n'y a pas de limite, d'âge. Alors, moi, du coup, ça répond un petit peu à la question que j'allais poser, mais moi, ma question aussi, c'est quelle est la limite justement de ce dispositif ? Parce que dans la mesure où il n'y a pas de limite d'âge pour le séjour des personnes, j'imagine qu'à un moment, en termes de disponibilité de logement par rapport à la demande, enfin, toutes les questions d'offre et de demande, vous devez vous retrouver à un moment un peu dans une situation compliquée, que ce soit pour le foyer d'hébergement ou pour famille gouvernante ou même la Darsan. J'imagine qu'il y a un moment où vous devez vous retrouver avec beaucoup de demandes par rapport à une non-disponibilité de logement. Alors pour le foyer d'hébergement, effectivement, il y a on a des limites en place, on a une liste d'attente qui fluctue, voilà. On a énormément de notifications parce qu'on a le portail via trajectoire en lien avec la MDPH sur lequel on voit les notifications arriver en direct. Et donc la MDPH, en toute transparence, c'est quand on lit la notification, quand on contacte la personne ou quand la personne nous contacte. Donc voilà, il y a cette liste d'attente qui est mise à jour régulièrement. Donc effectivement, on a nous, sur le foyer d'hébergement, 2 chambres qui nous permettent de faire des stages. Alors ça, c'est un choix, hein. Il y a des établissements où il n'y a pas de chambre pour les stagiaires, donc c'est très compliqué. Oui, ils en avaient une, mais faute de place, ils ont dû la condamner pour faire de l'accueil. Nous, actuellement, on fait aussi de l'accueil d'urgence. Hein. On est sollicité parfois pour faire de l'accueil d'urgence. Il y a aussi le manque de structure pour les personnes qui, par exemple, on va parler de personnes vieillissantes, on en a parlé tout à l'heure, se développent les UPHV dans les EHPAD, les unités pour personnes handicapées vieillissantes. Ça règle pas tout. Il y a peu de place, mais malgré tout, ça se développe. Alors là, on travaille avec Saint-Riquier et Crécy-en-Ponthieu qui ont développé 2 UPHV. Mais voilà, après, le nombre est limité. Et c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui sont en attente pour des foyers de vie. Le turnover, il est vraiment c'est compliqué d'expliquer aux personnes t'es première sur liste d'attente, mais il y a peut-être encore 1 an, voire 2 ans d'attente, parce que voilà. Mais donc du coup, oui, les vases communicants, Alexandre, c'est compliqué. C'est pareil, hein, on fait des essais sur les logements satellites qu'on a en rue Millevoie, mais il y a beaucoup de demandes pour faire ces essais, mais il faut aussi pouvoir attendre que les autres soient prêts à partir sur le SAVS. Donc effectivement, il y a tout un travail qui est fait pour patienter. Est-ce que vivre dans ce type d'hébergement est un tremplin ? Est-ce qu'on peut être considéré comme un tremplin pour repartir dans la vie active, la vie indépendante, partir dans son ancien logement ? Alors, l'objectif de famille gouvernante, ce n'est pas d'être un tremplin au sens propre du terme. C'est-à-dire que ça se veut d'abord une solution pérenne à des difficultés de logement et surtout à des difficultés de vivre seul. Néanmoins,
Ça peut aussi servir de tremplin le séjour au sein de familles gouvernantes réside sur le souhait de la personne. Donc tant qu'elle a envie d'y rester, qu'elle y trouve son compte, qu'elle s'y épanouit, il n'y a pas de critère de durée. Et si à un moment son projet évolue, si finalement après une vie en colocation, elle a envie de retrouver une vie seule et en totale autonomie, et si elle en a tous les moyens, on favorisera toujours son départ et son installation future dans un autre logement. Mais c'est pas un tremplin en soi, parce que ça peut être aussi une fin en soi. Alors je peux peut-être compléter un petit peu, mais pour le foyer d'hébergement, pour répondre à votre question, oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Ambre. Alors ça peut servir de tremplin, mais pas que. Alors, parce que vous avez fait à un moment donné un petit lien avec la partie professionnelle dans votre question. Au niveau du foyer d'hébergement, oui, c'est vrai que historiquement, les foyers d'hébergement accueillent des travailleurs d'ESAT. Donc il y a du lien qui se fait forcément avec les partenaires. Notamment là, nous sur Abbeville, on travaille donc avec l'ESAT d'Abbeville, donc, qui est aussi au niveau de l'association de l'ADAPI 80, mais également l'ESAT de Pendée, l'ESAT de Flics Secours, Cailleux, et on a aussi un ESAT pas très loin qui, je cherche le nom, Ouincourt, c'est ça ? Il y a Ouincourt qui est... Voilà. Donc effectivement, il y a des facilités pour travailler en partenariat avec ces établissements, et on a beaucoup de demandes de stages qui sont en lien avec des stages en ESAT. Bien souvent, le montage se fait, l'ESAT attend qu'on puisse proposer une date d'hébergement pour organiser le stage en ESAT. Donc forcément, je dirais que par rapport à ça, on est un peu, oui, forcément tremplin pour la partie professionnelle. Dans cette dimension-là, oui. Ouais, moi juste pour répondre à cette question par rapport à cette notion de tremplin, donc la Darsan n'a pas vocation à être un tremplin. Mais on n'accueille pas les locataires en disant voilà, il faut venir chez nous en ayant déjà le début d'un projet de quelque chose pour un éventuel ailleurs. Mais on peut aussi accompagner nos locataires vers des logements plus autonomes. Mais c'est pas obligatoire en fait. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils font des animations ? Des animations à quel niveau ? Alors, des activités plus dans le sens les activités ? Des sorties, bien sûr qu'il y en a. Il y en a régulièrement. Alors oui, là, depuis cette année, je reprends mon chef de service puisqu'il me le susurre à l'oreille. Il y a une dizaine de résidents, à l'initiative aussi de savoir qu'on a une nouvelle direction depuis un an. On a 10 personnes qui sont abonnées à la Licorne pour aller voir les matchs d'Amiens en Ligue 2 de football. Voilà. Le hockey, par le passé, nous est arrivé d'y aller. Nous, à l'intérieur de l'hébergement, bien sûr qu'il y a des activités. Alors, pas des activités, c'est toujours de l'animation, mais on est plus axé sur des activités sportives. On a notamment une activité de football, on a une activité de pétanque. Il y a aussi des activités cuisine pour développer certains résidents et pour aider certains résidents à préparer, à préparer des plats, à préparer... Bon, ça, Jérôme, il aurait presque pu répondre à cette question-là. Et après, il y a des gens, tels que Jérôme, qui ont aussi des activités extérieures, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de nous. Ils sont assez autonomes pour aller chercher des activités où il y en a. Sur Abbeville, sachant que nous, on a quand même cette particularité, je veux dire, cette chance, et c'est un atout aussi pour éventuellement les nouveaux arrivants, d'être un foyer au cœur de ville. Il y en a très peu. Alors je pense qu'on ne pourra pas répondre, j'extrapole sur la question combien y a-t-il le foyer d'hébergement d'Abbeville. Là il aurait fallu nous demander à mon ami Google parce que moi je ne sais pas du tout. Et voilà, on a cette chance d'être... je déborde peut-être un peu de la question que tu m'as posée, mais du coup forcément quand on est en cœur de ville comme ça, avec une ville culturellement quand même assez dynamique maintenant, Abbeville, ça permet aussi aux résidents de pouvoir aller voir des activités ailleurs. Et ça, c'est important aussi pour la socialisation. C'est pour ça que Jérôme il vient à Flics Secours au Château Blanc avec nous le soir.
Pour un spectacle. Éventuellement aussi, parce que maintenant on est plus ou moins lié avec le Château Blanc, qui est maintenant aussi un établissement de la DAPI 80. Et on a forcément maintenant un directeur commun à tous ces établissements. Hein. Donc ça crée aussi une certaine dynamique au sein de ce groupe-là, qui est assez sympathique pour les résidents. Voilà, il y a cette émulsion-là qui est... Alors, une petite... Dans ça, ta question, Jérôme. Une petite question, Picard. Alors, je voulais savoir combien qu'il y a votre foyer d'hébergement dans toute la France et en Picardie. Eh ben, écoute, Papio Jérôme, je suis incapable de te répondre à chaud. Hein. Là, on est plus... Voilà, je comprends ton sens, on se connaît bien là-dessus. Hein, on est un peu plus sur le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, là, dans le parler, mais qui nous ressemble quand même. On est des cousins de langue, hein, avec ces... moi, je serais capable de vous répondre. Hein, peut-être comment... Alors, moi, je vais répondre pour famille gouvernante. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a, comme le disait Clément, on a 2 maisons qui accueillent chacune 4 personnes et dans les 2 mois là qui viennent, on en ouvre 2 autres. Une à Roy qui accueillera entre 5 et 6 personnes et une autre à Amiens qui accueillera également 5 ou 6 personnes. Après, l'habitat inclusif, parce que c'est de ça dont découle famille gouvernante, est assez répandu. Alors avant, on l'appelait pas forcément habitat inclusif, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui existent localement à travers la France. Donc les UDAF portent pas mal de dispositifs d'habitat inclusif. Sur le département de la Somme, il y a également d'autres associations qui en portent, comme je pense notamment à l'EPSOM, avec des propositions finalement différentes, mais dont l'esprit est commun. Après, sur les foyers d'hébergement, c'est pas... Je sais pas s'il est possible de répondre là comme ça au pied levé. Non mais peut-être juste pour remettre un petit peu au niveau du secteur. Bon, il y a le foyer d'hébergement d'Abbeville, il y a celui de Chepy. Maintenant, après, Cagny, mais donc au niveau de la DAPI, mais après, tu parlais de l'EPSOM, il y a le foyer d'hébergement forcément d'Amiens, Georges Couton, et aussi près de Doulan, Gézincourt. Voilà. Il y a Jérôme. C'est à Jérôme, vas-y. La 7e. Alors, encore une question. Comment se passe l'ambiance au foyer comme il y a des conflits ? Bon, écoute Jérôme, je vais te répondre. Alors, une question personnelle. Non, je pense pas. Non, mais alors comme dans tous les lieux collectifs et d'hébergement, forcément, il y a des conflits qu'on doit gérer au quotidien, qui sont tout d'abord gérés avec l'équipe éducative. Donc moi, pour ma part, en tant que chef de service, il m'arrive d'intervenir sur des conflits entre les personnes quand vraiment, ça n'a pas pu être réglé avec les référents ou les éducateurs, qui sont de présents ce jour-là. Mais alors, te dire combien, à quelle fréquence, ça arrive régulièrement. Il y a toujours des tensions dans les foyers, il y en aura toujours, je pense. Mais je peux pas te donner plus de détails que ça. Hein. Je veux bien rebondir. Parce que au club, on a tendance à dire que finalement, les problèmes qu'on rencontre, c'est une aubaine. Ça nous fait avancer collectivement. Le fait qu'on rencontre des problèmes, alors on pourrait appeler ça des conflits, c'est-à-dire des désaccords, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion d'élaborer quelque chose ensemble, et finalement, si on arrive à trouver des solutions, c'est favorable au collectif et aussi aux individus qui le composent. Est-ce que vous envisagez les choses de cette manière aussi ? Je suis tout à fait d'accord. Dans ton propos, tu as repris... Il y a la collectivité. À partir du moment où il y a la collectivité, forcément... alors, c'est pas le quotidien de tous les établissements, c'est pas notre quotidien non plus. Pour répondre encore à Jérôme, pour compléter un peu ce qu'a dit mon collègue, on gère au cas par cas aussi, parce qu'un conflit n'est pas un autre conflit.
Mais nous, en tant qu'éducateurs, moi, je peux te le dire, j'essaye toujours de prendre beaucoup de recul et de me dire, mais si moi, je vivrais dans une collectivité, comment ça se passerait ? Ça, c'est important, je pense. Alors après, moi, c'est mon ressenti par rapport au métier que j'exerce. Mais c'est très important pour essayer parfois de dérider pas mal de choses. Alors après, il y a différentes manières comment se passent les conflits, comment on les gère peut-être et comment on essaye de les résoudre. Alors on a chacun nos spécificités parce qu'on travaille aussi avec nos qualités humaines, chacun de mes collègues. Moi, j'arrive parfois à désamorcer beaucoup de choses à travers l'humour. Tu me connais, hein, je travaille beaucoup comme ça. Et alors parfois ça va marcher dans certains conflits et avec certains résidents. Et pour le coup, je ne suis pas du tout crédible auprès de certains résidents. Et une intervention d'un autre collègue qui a une autre approche, sera plus bénéfique. Voilà, ça c'est... J'aimerais ajouter quand même quelque chose là-dessus, et je pense que ça vaut aussi pour l'habitat inclusif, mais c'est vrai que quand il y a un groupe de personnes qui vit ensemble, il y a un équilibre à un moment donné qui s'établit, et quand il y a des départs, des arrivées, forcément... cet équilibre n'est plus le même, il y a toujours un laps de temps, et donc on est aussi là pour être vigilant, pour veiller à tout ça, mais c'est vrai que c'est souvent lié au mouvement dans les établissements, hein. Je pense que c'est pareil pour vous. Non, effectivement, en termes d'ambiance, finalement, parfois, ce sont les gouvernantes qui sont plus à même de nous dire un petit peu comment ça se passe. Alors, non pas qu'on n'y soit pas, mais elles sont vraiment présentes tous les jours. Et puis, effectivement, vivre ensemble, ça demande des efforts. Voilà, parce qu'il y a des jours où on est plus ou moins bien luné, il y a des jours où on a plus ou moins de patience, et puis plus ou moins de tolérance. Après, si effectivement il y a conflit, l'équipe est là pour venir faire tampon, pour faire médiation. Et puis s'il y a grosse difficulté, il y a moi. Pour rappeler le cadre. Et puis l'habitat inclusif et se base sur ce qu'on appelle le projet de vie sociale et partagée. Et ce projet de vie sociale et partagée, à la différence peut-être d'un établissement médico-social, il est co-construit avec les habitants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de règlement de fonctionnement. Il n'y a pas des règles ce sont des règles qui ont été choisies ensemble. Donc normalement, avec cette base-là et puis un peu de tolérance et d'équilibre et de respect, on doit pouvoir arriver à une ambiance sereine. Je pense qu'il faut aussi avoir une grande force, une faculté d'adaptation, hein. Ce qui est, je pense, la qualité requise. Pas la première peut-être, je sais pas, mais je pense que c'est ça qui fait aussi la force. C'est pouvoir avoir de l'empathie aussi pour les gens qui nous entourent. Et voilà quoi, et se battre, aider ces gens-là avec les moyens du bord, avec les leurs, ouais, voilà. Hein. Peut-on y vivre en couple ? Je voulais juste revenir sur cette histoire d'ambiance. Donc ça a déjà été dit, mais l'ambiance, elle est le reflet d'une vie en collectivité. Donc effectivement, il y a quelques soucis d'ambiance qui vont... Enfin, j'ai pas d'exemple, je suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai pas d'exemple de conflit en tant que tel. J'imagine que si ça devait se produire, ou moi, ou le docteur Altobelli, qui est notre président, interviendrait. Je sais plus, bon. Je suis perdu dans la conjugaison. Mais l'intérêt du collectif, c'est aussi justement, au-delà des conflits que ça peut générer, c'est d'être ensemble. Et c'est ça qui est chouette, c'est le bénéfice qu'il y a à vivre ensemble par rapport à quelques désagréments qu'il peut y avoir. Ah oui, t'as laissé traîner ton tabac sur la table ou ton linge sèche dans la salle à manger, et c'est un peu pénible. Mais ça, c'est des à côté qui sont tellement minimes par rapport à ce que vous disiez, par rapport à ce que la collectivité apporte. Et pour la question, est-ce qu'on peut vivre en couple ? Oui, à la Darsan, on peut vivre en couple. On a un appartement où il y a un couple qui vit à l'intérieur, je sais pas. Alors sur le foyer d'hébergement, oui, c'est possible également, puisque c'est le cas. Alors ça nécessitait quelques aménagements.
Voilà, donc on n'a pas des chambres doubles, donc il a fallu jouer avec les cloisons pour créer des espaces communs. Voilà. Mais voilà, c'est possible. Mais c'est vrai qu'à la base, on n'a que des logements individuels. Alors, sur famille gouvernante, pour ce qui est de vivre en couple, vu qu'on part du projet de vie sociale et partagé, c'est vraiment co-construit avec les habitants et en fonction de leurs souhaits, si c'est partagé par tout le monde et que ça ne dérange personne, il n'y a pas de restriction pour vivre en couple sur nos habitants, nos habitations. Et ça arrive ? Pas encore. Alors, comment se passe-t-il les repas ? La prise des repas ? Non, la prise de repas ou enfin, qu'est-ce que tu appelles la prise des repas ? Alors, est-ce qu'on travaille avec une restauration collective ? Est-ce qu'on travaille avec un cuisinier en particulier ? Enfin, nous, en l'occurrence, c'est une restauration collective. C'est Happy, je crois Happy et Dupont sont les deux plus connus. Enfin, nous, on travaille avec Happy. Et, pardon ? Je fais de la pub pour Raphaël. Je fais de la pub pour Raphaël. S'il m'entend. Pardon, 3 ? Le troisième, je ne l'ai pas. Maxime, c'est peut-être à Paris. Ouais. Donc, comment se passent les repas ? Nous, on a donc c'est ce que j'ai, une restauration collective. Ouais, bon, sur le foyer, après, on ne va pas tout. Mais je pense un cuisinier qui tient la route quand même. Du coup, il me devra 20 balles quand même. Après, c'est quoi ta question ? C'est à quelle heure ? À quel nom ? Enfin. Bon, alors depuis la crise du Covid, où malheureusement on avait dû adapter aussi et manger à 3 endroits différents pour dire de respecter les gestes barrières, on ne mange plus à 3 endroits différents, on mange au même endroit parce que c'est l'endroit requis pour y prendre ses repas. Mais maintenant on travaille en 2 services, c'est-à-dire que pour qu'il y ait aussi moins de bruit, que ce soit moins bruyant, que ce soit plus reposant aussi pendant le repas, que le repas se passe dans de meilleures conditions, on fait 2 services le soir. Voilà. Après nous le midi, maintenant comme il y a des gens qui sont accueillis à temps plein et qui sont à la journée à Ville, nous les éducateurs et quelques résidents, donc ceux qui ne travaillent plus, on prend nos repas à l'ESAT d'Abbeville. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jérôme ? Ah vas-y, peut-être. Ouais, juste un petit détail, on a aussi sur le foyer d'hébergement une dizaine de personnes alors, qui vivent dans les mêmes conditions, dans les chambres individuelles, mais au niveau de la restauration, donc on appelle ça l'extension. On a une cour intérieure, il y a 10 personnes qui vivent sur de l'autre côté de la cour, et donc au niveau de la restauration, ils se font leur repas. Donc on livre, enfin le cuisinier va leur livrer, et après voilà, ils vont cuisiner avec l'aide d'un éducateur. Donc voilà, c'est aussi dans cette partie du foyer d'hébergement où on peut travailler des projets vers une autre forme d'hébergement. Voilà. Et pour la question des repas sur famille gouvernante, les habitants sont aidés par les gouvernants qui aident à la préparation des repas, mais on essaye au maximum que les habitants soient autonomes et préparent leurs repas seuls, notamment les week-ends ou parfois le soir. C'est ça, la liste de courses est élaborée avec l'ensemble des habitants. Les courses sont réalisées avec les gouvernants. Et puis, alors en général, il y a des menus qui sont prévus pour la semaine. Et donc un soutien, on va dire, en tout cas du lundi au vendredi pour la préparation des repas, sachant que le samedi, le dimanche, les habitants se débrouillent seuls. C'est soit prévu, soit ils improvisent avec ce qui reste dans le frigo, etc. Je voulais juste compléter par rapport à ça, parce qu'il y a aussi pas mal de flexibilité, c'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité, on le fait plus depuis un moment, mais on pourra le refaire, quand par exemple on est moins le week-end, quand il y a un effectif moindre, on peut se gérer seul, c'est-à-dire que on ne fait pas appel à Happy et on va faire chacun, avec les résidents et en concertation de ce qu'ils veulent aussi manger, de ce qu'ils veulent confectionner,
Oui, il y a les commissions menus. Et on peut aussi, par exemple, aller, je vais en citer 3 pour le coup, Intermarché, Carrefour et Hyper U, faire nos courses et confectionner, c'est bon, il en faut un 4e. Donc il y a le Lidl, j'en connais pas mal. Et voilà, on peut aussi nous confectionner nos repas. Hein, ça c'est déjà fait, Jérôme, tu as déjà participé à ça. Voilà. Oui, on a bien sûr, forcément, on recueille aussi les doléances des résidents sur chaque repas, parce que forcément, vous imaginez bien, quand c'est du poisson, c'était pas terrible ce soir. Et du coup, il y a aussi ce qu'on appelle des commissions menus tous les 6 semaines. Tous les 6 semaines, voilà. Donc, avec la direction, avec le cuisinier, avec un éducateur. Et alors forcément, vous allez dire, il n'y a pas la présence du résident, sauf qu'il y a toujours un cahier de doléances où on recueille forcément tous les souhaits aussi et tous les... Parfois aussi ce qui juge ne pas aller, ce qui peut arriver aussi. Voilà. Du côté de la Darsan, ça se passe comme dans n'importe quelle colocation, c'est-à-dire que nos locataires mangent ensemble s'ils veulent manger ensemble, font leurs courses ensemble s'ils veulent faire leurs courses ensemble, mais ils peuvent aussi faire leurs courses chacun de leur côté. Enfin voilà. Après, quand j'écoute mes collègues, on est tout petits, on est beaucoup moins structurés, on est moins organisés, on n'a pas ces contraintes non plus qui sont sûrement liées au lieu de vie collectif. Voilà, on n'a pas de commission de menu, on n'a pas de visite d'inspection, je ne sais quoi. Enfin voilà. Et peut-être qu'il y a l'aspect thérapeutique et clinique aussi de ce quotidien auquel nous on est très attentifs. Peut-être dans les apart-asso aussi, du fait que ce soit un espace de la psychiatrie quand même, à cheval sur la psychiatrie et la ville, il y a cet aspect thérapeutique et clinique. Il y a une clinique du quotidien qui se déploie dans les appartements et de ce fait, on cherche très peu à imposer des règles de vivre ensemble, etc. Pour le coup, c'est plus proche de la famille gouvernante où ça se co-construit au fur et à mesure. Et puis nous, en tant que soignants, ça nous permet aussi d'avoir accès à cette clinique-là du quotidien. Comment ça se passe pour un patient, une patiente donnée De toute façon, ça encourage à l'autonomie de la personne concernée. Je veux dire, ça peut un peu comme un test. Hein, quand elle vit en collectivité à la maison, elle n'est pas comme une prof où c'est que c'est noté 20 sur 20, 16 sur 20, 17 sur 20. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'elle est évaluée dans le sens que on voit une évolution par rapport à telle chose, on voit une évolution par rapport à telle chose, une évolution par rapport à telle chose. Donc voilà, chacun dans son domaine, quoi. Mais oui, effectivement. Si, oui. Donc effectivement, on n'impose rien. Voilà, c'est les locataires font comme ils le souhaitent. Alors, pour parler un peu de moi, il y a des années, j'ai travaillé dans des appartements thérapeutiques à Philippinel, qui étaient pour le coup extrêmement organisés. On avait des réunions de menus une fois par semaine, on faisait les courses ensemble, on faisait tout ensemble, on mangeait ensemble. Et je trouve j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant quand je suis arrivé sur le 6e secteur et que j'ai découvert la Darsan où les gens font comme nous, chez nous en fait. Enfin, moi, chez moi, je fais ce que je veux. Donc, j'ai l'impression que nos locataires, ils font ce qu'ils veulent aussi, avec la seule contrainte qu'il y a, mais c'est les contraintes qu'on a, nous tous, si on vit pas seul, hein, les contraintes de partager notre logement avec d'autres, quoi, mais ils font comme ils le souhaitent. Alors, la question de l'argent, combien ça coûte tout ça à ceux qui sont hébergés, évidemment. Oui. Alors, pour famille gouvernante, le premier critère, ça va être le montant du loyer. Effectivement, alors comme l'a dit Clément, on essaie parce que ça, pour le coup, c'est un de nos critères, c'est que les habitations soient en centre-ville ou en proximité du centre-ville, et forcément qu'elles soient confortables. C'est-à-dire que chacun ait quand même un espace de vie individuel correct et des espaces collectifs corrects. Donc de là peut
peuvent découler des montants de loyer variables. Après, selon les situations, les habitants sont éligibles à l'APL, donc ce qui va venir minorer la part de loyer. Et puis, on part du principe, en tout cas, on essaie de faire en sorte qu'à plusieurs, ce soit moins cher. Donc toutes les charges, comme je le disais au début, sont partagées à part égale entre les habitants. Alors, vous donner comme ça là, un ordre de prix, c'est assez délicat puisqu'il y a des variations. Néanmoins, la redevance qui est versée à l'UDAF comprend le loyer, les charges, les assurances, j'allais dire les abonnements. Les abonnements sont décidés par les habitants. Il y a une maison qui peut être abonnée à Netflix et pas l'autre. J'en ai pas sous le coude non plus d'autres là. Mais et ensuite le montant des courses alimentaires. Alors quand on a ouvert, c'est nous qui l'avons déterminé. Néanmoins aujourd'hui chaque maison est à même de déterminer le montant d'alimentation qu'elle veut consacrer. Alors après une fourchette et un couteau. Alors entre la fourchette et le couteau, alors il faut quand même savoir malgré tout que, et je rebondis sur les repas, dans nos maisons tout le monde grossit. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire que c'est de la générosité, c'est du partage. Et voilà, donc généralement quand même les habitants mangent bien. Tu confirmes, Guillaume, hein, voilà, 10 kilos pour tout le monde. Non, on est aux alentours de... Si tu as un truc à dire, Guillaume, n'hésite pas. Hein. 550, 600 là, euros. Tu manges bien, c'est vrai. Voilà. Après, c'est forcément au cas par cas aussi. Tous les habitants n'ont pas forcément les mêmes ressources. Donc ça n'a pas la même incidence. Néanmoins, le but recherché, c'est que ce soit viable pour chacun. La DPEI, donc... Alors, au niveau du... Les hébergés, ça coûte combien ? Bien. Au niveau du foyer... C'est bon. Au niveau du foyer d'hébergement, donc c'est pareil. Je ne peux pas vous donner une tarification, enfin le montant que pourrait payer une personne parce que c'est en lien avec les ressources forcément. Donc il y a donc le conseil départemental qui va intervenir au titre de l'aide sociale et donc il y a une contribution qui est demandée à la personne accueillie. Et donc il y a une réglementation sur le minimum qui doit être laissé à la personne par rapport à ses ressources et qui correspond normalement, si je ne me trompe pas, à 30% au tiers de son allocation adulte handicapé. Et ce tiers doit bien correspondre au minimum, si on prend toutes les ressources, je crois, à une somme qui équivaut à 50% de l'âge. Donc c'est un peu compliqué comme ça, mais pour ceux qui travaillent, il y a aussi des différences. Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà, si on rentre vraiment dans le détail, je crois qu'on va s'y perdre. Mais voilà, il y a un prix de journée qui est déterminé selon qu'on soit un foyer de vie ou un foyer d'hébergement. Pour le coup, dans les foyers d'hébergement, c'est pareil, le prix varie. Je crois que nous, il doit être légèrement supérieur à 90 €. Mais après, voilà, il ne faut pas retenir ce chiffre parce qu'il y a l'aide sociale, forcément. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau du SAVS, par contre, petit détail, donc là il y a un financement, c'est pareil, conseil départemental. Les personnes qui sont suivies par le SAVS n'ont pas à régler de frais pour le suivi. Voilà, tout est pris en charge. En ce qui concerne le coût pour la Darsan, donc la Darsan, en fait, on sous-loue nos appartements à Betsam Habitat, c'est l'office HLM de la com d'Aglo. Donc dans le loyer, il y a deux parties. Il y a une partie qui correspond au loyer qu'on reverse nous à Betsam Habitat, et cette partie est éligible à l'APL, et l'autre partie correspond à toutes les charges, donc l'eau, le chauffage, l'assurance, l'abonnement Internet. Pour vous donner une fourchette, cette fois-ci, on est entre 200 et 350 €, parce qu'assez bizarrement, il y a des apparts qui sont plus chers que d'autres. Je sais pas, voilà, mais voilà, tout compris. Mais on s'occupe pas de l'alimentation, par contre. Voilà, on ne gère que le logement. Bon, Gaëtan, tu as une dernière question à poser Comment cela aide à vivre en collectivité et à vivre avec les autres?
qu'est-ce que vous entendez par aider à vivre en C'est ce que collectivité? je me pose comme question. Ouais. Déjà Bah oui. C'est moi. Comment comment cela aide à vivre en collectivité comment cela ça peut être vous comment cela aide c'est pas français hein. Voilà. Et comment ils s'aident entre eux peut-être aussi. Oui, peut-être, oui. Oui, parce que c'est un petit peu chinois comme question. Alors nous, on peut, en tout cas pour Famille Gouvernante, et pour vivre en collectivité, pardon, on a une fonction d'étayage par rapport à la collectivité, c'est-à-dire qu'on va soutenir, on va vraiment essayer de soutenir cette collectivité, créer du lien entre les habitants, notamment par des médiations éducatives. Et le collectif fait que il y a de l'entraide, il y a du soutien, il y a de la compréhension entre les habitants, ce que vous disiez tout à l'heure, de l'empathie, etc. Du coup, voilà comment l'habitation peut aider. Alors peut-être pour compléter, bon après c'est vrai, hein, je vais pas répéter ce que vous venez de dire parce que je pourrais dire la même chose effectivement, mais c'est vrai qu'il y a la collectivité habitat inclusif, mais la collectivité foyer d'hébergement, bon, vous la prenez quand même de plein fouet, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il y a 38 personnes qui doivent cohabiter avec les tensions que ça peut créer, mais pas que les tensions. C'est vrai qu'on a parlé de tensions, mais il y a aussi du positif, hein, de l'étayage. Voilà, des véritables liens qui se créent. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que tout à l'heure tu disais Olivier, oui, on est là aussi pour aider les gens à venir, je vais pas dire faire leur place dans le foyer d'hébergement, mais c'est vrai que souvent les personnes qui sont accueillies, ils aiment bien utiliser ce terme. Bah, je fais ma place ici, voilà, je fais. J'aime bien cette expression, mais bon voilà. Après, avec chaque personne mettra un temps différent pour pouvoir s'adapter à cette collectivité, au fonctionnement. Ça va en rassurer certains, ça va peut-être dans un premier temps en angoisser d'autres. Voilà, c'est toute une alchimie qu'on essaie enfin, on essaie d'être vigilant à tout ça. Voilà ce que je peux vous répondre. Et donc, la Darsan La Darsan réfléchit. La Darsan prend son élan. Non, alors je trouve que c'est une excellente question. Alors après, nous, voilà, la Darsan, nous, on accueille des personnes qui sont suivies dans le champ de la santé mentale. Souvent, la maladie mentale, c'est quelque chose qui isole. Hein, donc déjà, le fait de la nature même des appartements associatifs fait qu'on n'est plus seul, parce qu'on vit, on vit en collectivité avec les autres. Après, donc il y a déjà la nature même de l'appart qui fait qu'on n'est pas seul, mais après il y a tout le dispositif qu'il y a autour, il y a les visites des infirmiers, il y a l'inclusion dans la vie du club, dans la vie du secteur. Enfin, la Darsan, c'est pas quelque chose qui est isolé sur le nord d'Abbeville avec nos 4 appartements, mais on est vraiment en lien avec tous les acteurs du secteur en fait. Alors, bon, c'est vrai que je pourrais quand même ajouter que bon, c'est vrai que la différence aussi par rapport à l'habitat inclusif où il y a ce projet de vie collectif, voilà, les personnes peuvent faire le choix de venir vivre dans un habitat inclusif aussi par rapport aux personnes qui sont présentes. On fait le choix de son foyer d'hébergement, comme je disais tout à l'heure, avec sa notification. Mais voilà, on ne fait pas le choix des personnes qui vivent dans le foyer d'hébergement. Donc c'est peut-être aussi la différence qu'il faudrait souligner. Bah voilà, on arrive au bout de nos questions. Est-ce que quelqu'un a une autre question en plus, ceux qui nous à ajouter bah, je crois qu'on a répondu à tout. Et vous, avez-vous quelque chose à ajouter ou qu'on aurait oublié de vous poser? Qu'il ne faut pas hésiter à poser. Pardon. Que surtout, si tous les propos qui ont été tenus aujourd'hui ont donné envie ou ont suscité d'autres questions, il me semble que toutes les structures
nous sont joignables et tout à fait disponibles voilà, pour répondre aux questions. Et le bénéfice, il est surtout évaluable par les personnes, en fait. Est-ce que c'est bénéfique pour moi de vivre en habitat inclusif? Est-ce que c'est bénéfique pour moi d'être en colocation? Est-ce qu'il vaut mieux que je sois en individuel? Enfin, je pense que pour le coup, l'objectif commun, c'est l'épanouissement et l'autonomie des personnes. Ouais, du coup, je vais rebondir quand même là-dessus. Non, mais c'est vrai. Quand même, pour les foyers d'hébergement, souvent peuvent aussi souffrir de leur image, notamment architecturale aussi. Quand vous passez devant le foyer d'hébergement, bon voilà, c'est un bâtiment en brique avec une grosse porte en bois. On a l'impression voilà, que c'est quelque chose de complètement imperméable, mais bon, voilà, on est complètement ouvert voilà, à toute question, toute démarche, toute visite, et on essaie vraiment au maximum de s'ouvrir. On est vraiment dans cette dynamique. Donc n'hésitez pas à frapper à la porte du foyer d'hébergement, elle s'ouvrira toujours. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a un truc aussi, est-ce que depuis une dizaine d'années, ça a évolué? Vous avez évolué différemment par rapport à l'époque en ce moment, vous avez l'air d'avoir de plus en plus d'ouverture, des appartements extérieurs, des choses comme ça. Il y a, l'inclusif, comme on dit maintenant. Oui, est-ce que ça a évolué ou... Écoutez, en tout cas, moi, pour ma part, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Les foyers d'hébergement, historiquement, ont été créés pour répondre à certains besoins de l'époque. Aujourd'hui, voilà, on compose, comme je le disais, avec les structures existantes, avec l'architecture, avec ces chambres individuelles, qui sont ce qu'elles sont, petites, sans tout le confort, les toilettes, les salles de bain individuelles. Donc on travaille. D'ailleurs, aujourd'hui, on travaille avec un cabinet d'architectes justement pour essayer de transformer le foyer d'hébergement. Pour essayer de créer des logements déjà où il y ait déjà un sanitaire dans chaque chambre, voilà, d'agrandir les espaces, d'essayer de faire aussi oublier la collectivité avec ses longs couloirs, enfin essayer de trouver, voilà, on a des projets qui sont en train d'émerger, mais les financeurs, en tout cas, des jeunes encadrants. Notre financeur, donc le conseil départemental, de toute façon est en lien là, régulier avec nous sur ce projet. Et je sais qu'il y a pas mal de foyers d'hébergement. C'est vrai que votre question est intéressante parce que voilà, je sais qu'actuellement, dans beaucoup de foyers d'hébergement, il y a cette réflexion qui est menée. Effectivement, ça coûte beaucoup d'argent de transformer les structures. Et on nous demande aussi, dans ces transformations, de penser, de se projeter vraiment très loin. Parce que voilà, quand il y a des millions d'euros qui sont injectés dans ces bâtiments, si jamais dans quelques années, voilà, le projet ne correspond plus, il faut qu'il soit évolutif, qu'on puisse le transformer. Voilà. Et donc c'est toute cette équation à laquelle il faut répondre avec le financeur. Ok, bon on vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis voilà, c'est la fin de l'émission. À la prochaine.